Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour commencer avec vous la lecture de L'Écornifleur de Jules Renard. Alors, Pierre-Jules Renard, dit Jules Renard, est né à Châlons-du-Maine le 22 février 1864 et est mort à l'âge de 46 ans en 1910 à Paris. Il est donc écrivain et auteur dramatique français. Jules Renard est aussi élu membre de l'Académie Goncourt en octobre 1907. Il prend sa nouvelle charge très au sérieux et participe à toutes les réunions. Aujourd'hui, je vais vous lire donc L'Écornifleur, qui est un roman qui a été publié en 1892 et qui raconte l'histoire d'Henri, un parasite qui parvient à se rendre indispensable à une famille de bourgeois crédules, les Vernet, en vacances au bord de la Manche. Pendant ma lecture, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux comme d'habitude avec le hashtag VBN sur Twitter ou bien sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je vous souhaite une excellente soirée et je commence avec vous l'œuvre L'Écornifleur. Monsieur Vernet. C'est un homme de 40 ans, un peu raide et lourd, convenablement vêtu. On devine qu'il n'a pas lui-même soin de sa personne, qu'il ne s'habille pas seul. Madame Vernet le boutonne, l'épingle, le peigne. Rarement un jour s'achève sans que la raie droite et pure se défasse et que la cravate remonte. Mais Monsieur Vernet est incapable de revenir sur sa toilette. Et il a l'air, pour cette raison, plus distingué le matin que le soir. Ce qu'il montre de ses yeux est d'un bleu tendre. Ses paupières pesantes jouent mal, constamment presque fermées. Il est obligé de lever la tête, de la pencher en arrière comme les gens qui regardent par-dessus leurs lunettes. Je le dis sans malice, la forme de ses yeux rappelle quelque chose de déjà vu aux yeux des porcs. Dans l'omnibus que nous prenons le matin, à la même heure, Monsieur Vernet se place de préférence au fond et regarde les derrières des chevaux, lourdement secoués. Le pavé de Paris use les meilleures bêtes. Suivant les recommandations du préfet de police, Monsieur Vernet ne descend pas de voiture avant qu'elle ne soit immobile. Mais une fausse honte, bien excusable chez un homme, l'empêche de demander le cordon au conducteur, pour lui seul. Il attend qu'une dame fasse arrêter et profite de l'occasion. Sinon, il s'entête, dépasse le but, va jusqu'à la station prochaine et retourne sur ses pas. Chapitre 2. De la prudence. Je me tiens sur mes gardes. Une récente histoire m'a rendu discret. Je viens de quitter certaines familles honorables que j'aimais beaucoup. Un peu trop, et je frissonne au souvenir de l'outrage. Je ne me livrerai pas sans défense. Il faut que, plus tard, si l'aventure tourne mal, je puisse dire, hautain et bref, à cet homme: ne vous souvient-il pas, monsieur, que vous avez été le premier à me tendre la main? À ces reproches, je répondrai: c'est vous qui m'avez cherché. Dès qu'on nous embrasse, il est bon de prévoir tout de suite l'instant où nous serons giflés. Je l'épie et le vois venir. Ce n'est d'abord entre nous qu'un échange de nos deux cartes. Monsieur Vernet me regarde. Est-ce tout? Oui, dis-je. J'ai jeté négligemment ce prénom à la corne du carton en signature. Au-dessus, je puis écrire quelques lignes, c'est commode. Monsieur Vernet sourit et dit: j'aime tout ce qui est original. Mais par politesse ou indifférence, il ne réclame pas d'autres renseignements. Nous nous saluons et nos chapeaux se bossellent au plafond de l'omnibus. 3. Bouton par bouton. À chaque rencontre, comme on reprend aux dernières mailles un filet interrompu, la conversation nouvelle se raccroche aux derniers mots de la précédente. Expérimentés, nous n'allons pas vite. Une fois, Monsieur Vernet dit son âge.
Une autre fois, le chiffre de ses appointements. 15 000 francs. De plus, il est intéressé dans les affaires. Elles vont bien. Mais ce qu'il y a de plus agréable, c'est qu'il a droit à 2 mois de congé par an. Lentement, morceau par morceau, je reconstruis sa vie. Aujourd'hui, il m'apprend le petit nom de sa femme, Blanche. Elle a oublié de lui changer ses manchettes. Il serait plus expansif si j'étais moins réservée. Mais je n'ai pas l'habitude de me jeter à la tête des gens. Je ne le fais que par exception. Tantôt je reste silencieux, tantôt j'affecte de ne pas le voir, bien qu'il me fasse signe et je monte sur l'impériale. Et même, il m'arrive, pour couper net une confidence et par une galanterie tout à fait contraire à mes principes, d'offrir ma place d'intérieur à une vieille dame qui chancelle sur la plateforme. Si M. Vernet me demande « Vous avez sans doute quelque emploi ?» Je réponds « C'est peu de choses, j'élève 3 petits lapins. » M. Vernet feint de comprendre, puisqu'il aime tout ce qui est original. « Et vos petits lapins vont bien ?» Ils sont charmants et forment un triple étage. L'aîné a la tête de plus que le cadet la tête de plus que le 3e. On me les prête 2 heures tous les matins. Je vois, vous êtes professeur libre. Oh, tout à fait libre. Les pauvres petits et moi, nous nous sommes bien ennuyés ensemble. Mais il faut vivre, ou plutôt aider ma famille à me faire vivre. Voilà qu'ils sont à point pour entrer au lycée. Quel dommage. J'avais comme vous 2 mois de congé. Et toutes mes soirées à moi, ce qui me permettait de travailler. Je répète le mot « travailler », en exagérant la voix et le geste. L'heure est-elle venue de dire à quoi ? 4. Encore un homme de lettres. Monsieur Vernet. Vraiment, je n'achète le journal que pour ma femme, car je n'ai pas le temps de le lire. Je jette à peine un coup d'œil sur les faits divers et la bourse. Henri. Et cela suffit, car le reste, ce que nous écrivons, est-ce intéressant ? Monsieur Vernet. Vous écrivez dans les journaux ? Des fois. Lequel ? Oh, n'importe lequel, dans l'un ou dans l'autre, un peu partout. Je n'ai jamais vu votre nom. Cela ne m'étonne pas, dit Henri. J'écris sous des pseudonymes, je suis jeune et n'ose pas me lancer. Il y a de la famille. Mais quel pseudonyme ? J'en invente sur le champ. Au premier, M. Vernet fait des signes d'ignorance. Il reconnaît les derniers. Oui, je crois avoir vu celui-là quelque part. Le coup est porté. Je suis de ceux qui écrivent dans les journaux. M. Vernet se rapproche de moi. La serviette du professeur libre n'est plus à ses yeux banale. Il y a peut-être un article dedans. La différence des âges est abolie. Nous nous estimons de pairs. Je voudrais bien lire quelque chose de vous. Ce que j'ai fait jusqu'ici ne mérite pas d'être offert. Attendez au moins que j'ai terminé mon roman. Comment ? Vous écrivez aussi des livres ? Des livres, c'est beaucoup dire. Je barbouille du papier. Je serais empêchée de soutenir qu'un livre est bon ou mauvais. Je ne m'y connais pas et n'y entends rien. Mais j'affirme que pour faire un roman, quel qu'il soit d'ailleurs, pour mener à bien l'histoire, pour se retrouver au milieu de tous les personnages et ne pas confondre Pierre avec Paul, il faut avoir de la tête. Seul dans l'omnibus, en un coin bien au fond, tandis que le conducteur assis à l'autre bout vérifie ses correspondances, nous sommes graves. Il semble que nous allons, moralement, nous nouer. Presque sous le manteau, je donne à M. Vernet ma vraie carte, une plaquette d'une centaine de vers, luxueusement éditée aux frais de cette honorable famille que j'ai quittée. J'en ai toujours un exemplaire sur moi. C'est un en-cas préparé pour liaison immédiate. M. Vernet l'ouvre, sans un mot. La dédicace est flatteuse, l'hommage empressé. Et puis, il possède maintenant, pour la première fois de sa vie, une chose imprimée qu'il n'a pas achetée. Il m'offre en échange une invitation à venir prendre le café, sans cérémonie, dimanche prochain vers 1 heure. Madame Vernet y compte fort.
on m'attendra. Notre poignée de main est interminable. Se resserre le long des banquettes, tient encore sur la plateforme, sur le marchepied, entre les rails. 5. Entrée. Je m'attends à du nouveau. Je tombe dans un ménage bourgeois, c'est-à-dire au milieu des gens qui n'ont pas mes idées. Le bourgeois est celui qui n'a pas mes idées. J'ai préparé en sot ma première visite au Vernet. J'allais chez eux avec la certitude d'impressionner et la crainte de n'être pas compris. Je me promettais de faire de l'effet, repassant mes citations, cherchant des noms d'auteurs peu connus et dont la seule étrangeté me ferait honneur. N'avais-je pas aussi, dans la série de mes gestes, quelques écarts de bas, de bras, un ploiement de genoux, un coup de nuque en arrière qui seraient comme des projections lumineuses à mes phrases d'élite. Ai-je mes frais? Ai-je fait mes frais? Je ne me rappelle pas avoir été au-dessus de moi-même. Nous avons pris du café. J'ai déclaré qu'il était bon, mais un peu chaud. Monsieur Vernet m'a parlé de sa cave. J'ai trouvé cela naturel, puisqu'il avait du vin dedans. Inhabile à distinguer la fine champagne de l'eau de vie de marque, j'ai cependant affirmé que la liqueur de mon petit verre bleu devait être très vieille, selon moi, du moins. 6. Madame Vernet. Au premier engagement entre Madame Vernet et moi, Monsieur Vernet se tut. Et vous, madame, à quoi donc passez-vous vos loisirs? Je disais donc, et en général, j'exagérais les liaisons, le soin avec lequel nous lions nos mots, étant le signe certain qu'on nous impose. Je lis un peu d'elle, dit-elle. Aussitôt, je prononçai les noms de Baudelaire et de Verlaine. Elle m'avoua qu'elle ne les connaissait pas, et loin de me redresser avec la mine sévère et condoléante, du monsieur qui découvre une ignorance, j'eus la lâcheté de dire « Tant mieux pour vous ». J'eus la lâcheté de le répéter et de commencer l'éloge de la femme qui ne sait rien. Mais Madame Vernet, une femme doit avoir au moins quelques notions d'histoire et de géographie. Sans doute, dis-je, et d'arithmétique. Et de musique, dit-elle. Soit, je vous accorde le piano, mais avec un seul doigt. Bientôt, je lui fis toutes les concessions. Elle parlait assez correctement. Elle disait meilleur au lieu de meilleur. Elle aimait la peinture-poésie et la poésie-peinture. Elle désirait élever son âme de temps en temps, comme on fait des haltères, par récréation et par hygiène. Aux beaux endroits d'un livre, elle ne s'en cachait pas. Ses yeux se mouillaient de larmes. Cependant, elle avait vidé bien des coupes, et la façon dont elle parla de l'amertume des choses me fit comparer sa vie à quelque tonneau qui a trop roulé et où la lie se dépose. Et 5 minutes après avoir vanté la femme qui ne sait rien, je glorifiais bassement la femme qui sait tout. 7. Symptômes. Ils n'ont pas d'enfants et s'ennuient. J'arrive au bon moment. Ils gardent à l'endroit du poète des préjugés rectifiés, c'est-à-dire que, ne voyant plus en lui un illuminé, un fou maigre, affamé et grugeur, légendaire et redoutable, ils le traitent pourtant d'être original et exceptionnel. S'il travaille, ils se signent et disent « Il travaille ». S'il ne pense à rien, ils disent « Laissons-le rêver ». Ou le doigt tendu vers son front, que peut-il se passer dans cette tête-là? Je porte la main à mes cheveux courts, comme pour remettre d'aplomb une auréole. Madame Vernet coud des boutons aux caleçons de Monsieur Vernet. « Vous êtes heureux, me dit-elle, de pouvoir consacrer votre vie à l'art. » Elle entend par ces mots que je voue ma vie à l'art, que je la lui défie et sacrifie. Elle me croit un peu prêtre et me complimente sur ma vocation. Faut-il le lui dire que je n'en ai pas? Que je compose des vers aux heures perdues parce que mon papa me sert provisoirement une petite rente et que j'entretiens habilement ses illusions? Il veut faire de moi quelqu'un et se saigne jusqu'à ce qu'il découvre en son fils un paresseux vulgaire et rebouche ses 4 veines une fois pour toutes. D'ailleurs, dit Monsieur Vernet, qui suit sa propre pensée et côtoie la mienne,
Le devoir d'un père n'est-il pas de s'ôter le pain de la bouche pour ses enfants? C'est juste, mais répugnant. Et si le mien s'ôtait le pain de la bouche afin de me l'offrir, je le prierais poliment de l'y remettre. Monsieur Vernet fume une cigarette, las d'avoir travaillé une journée de 10 heures à l'usine qu'il dirige. Ses paupières battent comme des volets mal accrochées. Parfois, elles se ferment. L'effort qu'il fait pour les relever les plisse à peine. Elles ressemblent à des coquilles de noix. Sa cigarette s'éteint à chaque instant. Il la rallume, elle se meurt. C'est une lutte, il a l'air de manger des allumettes. Madame Vernet, ce n'est pas poétique de coudre des boutons. C'est cependant nécessaire pour que les caleçons tiennent. Va-t-elle resservir ses subtilités de l'autre jour? Elle fait dans le tas des choses qu'elle accomplit, pense ou exprime, le triage de celles qui sont poétiques et de celles qui ne le sont pas. Manger des huîtres est poétique, mais manger de la soupe ne l'est plus. Dire « Monsieur Vernet » est distingué, et dire « Mon mari » commun. Elle pique avec l'adresse d'un chiffonnier le mot « chaise » et le jette là, côté prose, puis le mot « siège » qu'elle dépose ici, côté vers. Soudain, Monsieur Vernet, du fond de sa somnolence, pareil à un oracle que le suc des lauriers et des vapeurs méphitiques ont engourdi, m'annonce. Vous m'arriverez, je l'espère, et me laisse aller, et je compte mes rêves en un bon fauteuil dont je frise les glands entre mes doigts. J'ai bien dîné, et j'éprouve le besoin d'intéresser quelqu'un à mon avenir. Mes jambes s'allongent, prennent possession du parquet, et mes pieds remuent comme la queue d'un chien qu'on flatte. Je ne fume pas. On me dit que je n'ai point de défaut, et on pense que si je crains le tabac et l'alcool, c'est non par délicatesse de femmelette, mais par prudence de grand homme qui se ménage. Je lève mes mains blanches pour que le sang n'ait pas la force d'y monter. On me demande des vers. Mes vers n'ont que le mérite de s'en aller, tout de suite loin de ma mémoire. Ne vaut-il pas mieux causer doucement de choses diverses, en amis vieux déjà qui se pénètrent sans effort? Enfin, j'ai un idéal. La pâleur de mon teint et ma tristesse en répondent. Ne pouvant fumer sa cigarette, Monsieur Vernet se décide à la sucer. « Cher, cher, lui dit Madame Vernet. Il continue, ses dents mâchent les brins de tabac. Quelques-uns s'échappent, tombent, s'accrochent comme des insectes à son gilet. On ne sait plus s'ils viennent de sa bouche ou de son nez. Voyons, monsieur Henri, dites-nous quelque chose. Non, pas ce soir. Une autre fois, quand je serai plus en train. Voilà les boutons du caleçon au complet. Madame Vernet l'agite. Le derrière se gonfle comme s'il y avait quelqu'un. Étourdi par la chaleur et le peu que j'ai bu, je me le figure rempli pour de bon. J'y viens d'entrer moi-même. Il est trop large et Madame Vernet, à genoux, sa tête à hauteur de mes hanches, serre les pattes. Je n'éprouve que l'ennui d'être tripotée, de tourner à droite, à gauche, les mains en l'air ou croisées sur mon ventre. Vainement, je dis « C'est bon » et veux m'en aller à mes affaires. Madame Vernet s'obstine, rentre le caleçon dans les chaussettes, s'écarte un peu pour voir, sans trouble, assise sur ses talons, et pique une épingle à son corsage. Je vous demande encore pardon d'avoir terminé ce petit travail devant nous, mais Monsieur Vernet n'a plus rien à se mettre. Je regarde cet homme, pris de pitié, prêt à lui offrir mon linge. Un grotesque a pris ma place, parle en mon nom, caricaturise mes gestes, digère et s'empâte. 8. Déviation. Ils disent l'un. Ma femme m'adore, et l'autre. Monsieur Vernet est le plus honnête des hommes. Il n'avouerait pas que séparés, ils sont heureux. Pourtant, le mari ne vit que dans son usine. La mention du téléphone lui apparaît un événement extraordinaire. D'abord, il redoutait de s'aboucher avec l'appareil, disant au premier employé venu « Téléphonez donc pour moi, je n'ai pas le temps. » Et tandis que l'employé parlait au loin, Monsieur Vernet, fiévreux, tournait autour de la cage, ainsi qu'un dompteur déjà mordu.
Enfin, il s'est risqué et maintenant voilà qu'il regarde l'appareil comme un confident. Ils sont toujours ensemble. Monsieur Vernet lui parle pour parler, et le soir, l'écho des conversations qu'ils ont eues se répercute à table. Imagine-toi, Blanche, que j'ouvre la cage. J'entre, je dis « Allô ?» Rien. « Allô, allô ?» Rien. Croirais-tu qu'elle m'a fait attendre la communication 25 minutes, montre en main? Elle, l'ennemie. Madame Vernet l'écoute sous la table, le nez dans sa tasse de thé, un petit doigt en accent aigu répond « Matin ». Elle a couru par les grands magasins toute la soirée et dit à chaque vendeur « Oui, je prendrai cela, mais ce n'est pas pour moi, c'est pour une amie qui habite la province. » Parfois, elle achète pour rendre, et peut-être parce que ce va-et-vient de paquets fait bien aux yeux de sa concierge. Mais ce qu'elle garde est d'occasion. Le bon marché seul la tente. Je puis vous affirmer qu'elle a été rudement bien, me dit à part monsieur Vernet. Il s'encourage à l'aimer, fier qu'elle me plaise, et quand je fais à madame Vernet l'offre d'une fadeur saupoudrée comme une gaufre, il sourit. Ah, ce monsieur Henri. Il me croit connaisseur. Mes admirations pour la femme sont un hommage au goût du mari. Si nous étions seuls, je lui taperais sur l'estomac et il me confierait des secrets. Et madame Vernet s'excite de son côté. Elle lui porte une solide et sincère affection. Dans ces moments de papillon noir, qui n'en a pas? Elle s'appuie sur la force et se repose dans le calme de ce brave homme. Leur cœur allait s'éteindre, ne plus former que des boules de cendres froides. Je suis venue, j'ai soufflé, et voilà qu'à la grande surprise de tous, des étincelles s'élancent. Je me ranime à mon tour. J'ai été jusqu'à présent un petit monsieur désœuvré qui se méprisait à outrance, et maintenant je sers à quelque chose. Je renoue l'une à l'autre ces deux âmes près de céder comme des cordes usées. À chacune de mes visites, je constate un nouveau progrès. C'est un rapprochement de leur couvert, une façon délicate de s'offrir du pain, du poivre, hors de propos. Un interminable débat anodin pour savoir qui se fatiguera à fatiguer la salade. Monsieur Vernet vient embrasser sa femme avant même de déposer au vestiaire sa canne et son chapeau. Si je lui dis « Vous avez l'air fatigué », il me répond « C'est que j'ai mal dormi cette nuit ». Il voudrait en compter plus long et comme une pomme véreuse tend à tomber de sa branche, une grosse plaisanterie grasse lui pend aux lèvres. Sa femme l'arrête par un tendre « Voyons, chérie ». Elle a posé nonchalamment la main sur le bord de la table et, la tête inclinée, les yeux brillants et clignotants, elle murmure « Oh, vilain, c'est moi qui rougis, toutes mes félicitations à moi-même, je travaille bien. » 9. C'est bon, c'est bon. Et pourquoi ne s'aimerait-il pas? Je m'imaginais que madame Vernet, en apparence très loin de son ménage, y fait une fausse rentrée par coquetterie. Il faut que je perde l'habitude de dire, enveloppant comme une chose à cacher, ma sottise d'une expression dédaigneuse. Je connais la femme. C'est un logogriffe, un écheveau. Mais non, madame Vernet est une femme simple, qui aime son mari, simplement, à la papa. Monsieur Vernet a d'énormes biceps, roulants et presque grondants. Dès qu'il raidit et reploie le bras, comme un animal ennuyé, ouvre et referme sa mâchoire. Il peut, entre ses tenailles de chair, écraser une noix, faire péter une balle élastique, et m'y briserait si j'avais la maladresse de me laisser pincer. Il tord une fourchette en tire-bouchon, abat son poing d'un vigoureux coup sur l'angle d'une pierre de taille, sans se faire mal. Par envie et par impuissance, je prétends qu'il me trompe avec des trucs. Pour l'intelligence, monsieur Vernet en vaut un autre. Il est parti de rien. Il a fait sa situation seul. À 15 ans, il gagnait sa vie. Et même, dit-il, âgé de 18 mois à peine, je venais en aide à ma famille. Je remportais un prix de 500 francs et une médaille d'argent dans un concours de bébés. Il sait qu'on peut se vanter, sans ridicule, d'être travailleur. Afin qu'on ne l'accuse pas d'immodestie, il prend les devants. Par le ton d'un imbécile, dit-il. Le pauvre me ressemble. Il est comme moi, sans malice. On l'entend déclarer.
Je ne suis qu'une bête, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Et quand on fait ce qu'on peut... Madame Vernet proteste. Mon ami, tu as tes mérites. Combien d'autres à ta place seraient restés en chemin? Flattée d'être considérée par son mari comme une femme supérieure, elle ajoute. Tu es si bon. Ah, la bonté, la bonne bonté que c'est bon. Madame Vernet s'échauffe, fait des gestes comme si d'un ébauchoir elle sculptait la statue même de la bonté, puissante et lourde, écrasant pêle-mêle sous son séant le reste des qualités inutiles, la pouillerie des autres petites vertus. Je m'abandonne aussi, je jette le paradoxe aux orties et je prie l'excellente femme de vouloir bien accepter mon humble concours et la petite boule de terre glaise que je colle à la statue en plein milieu de la figure pour lui faire le nez. Ainsi, très fort, très bon et peut-être plus spirituel qu'il ne le croit, tel apparaît Monsieur Vernet. Toutefois, ce qu'il a contre lui et pour moi, c'est un commencement d'eczéma. Son sang malade avec une persévérance de taupe creuse de petits canaux à fleur de peau. Et ça et là, pousse dehors ses vésicules rouges, agaçantes et brûlantes. 10. Misère de misère. Le calme appartement des Vernet m'attire. La régularité de leur vie m'engraine et je ne tente rien pour me ressaisir. Je ne sais pas ce que je vais faire chez eux et j'y vais presque tous les soirs. Je monte les escaliers lentement et quand je pèse sur le bouton du timbre, quelque chose de joyeux répond en moi. On m'attend. Mon couvert est toujours mis, c'est-à-dire qu'on se dépêche de le mettre dès que je sonne. J'ôte mon pardessus avant de dire bonjour et je m'arrête un instant afin de n'emplir le nez des odeurs qui viennent de la cuisine. Je gagne aussi peu vite que possible la salle à manger. Je me mouche, cherche dans mes poches, fin de m'accrocher au porte-manteau, donne un coup de gant sur la poussière de mes bottines. Je laisse à Madame Vernet le temps de faire des signes à sa bonne et de lui dire bas. Vite, un gâteau de 2 francs aux amandes. À la vérité, j'arrive en intrus. Et comme on ne me le fait pas sentir et qu'un dîner est toujours bon, je salue d'un air dégagé et j'essaie de varier mes formules de politesse préparées dans la journée. Monsieur Vernet me serre les poings, les doigts impitoyablement, pour me prouver sa force. Et tandis que je les agite un peu afin de les décoller, Madame Vernet me dit « Bonjour, poète ». J'ai voulu lui baiser la main. Elle ne s'y attendait pas. Son bras que je soulevais est retombé lourdement et je me suis gardée de le rattraper. En général, si les fourches de nos pouces et de nos index s'adaptent et s'entrecroisent avec netteté, je me sens à l'aise pour la soirée. Au contraire, je suis pris d'inquiétude comme un lièvre qui écoute. Si elle ne m'accorde que le bout de ses doigts, je les fais sauter dans le creux de ma main comme on s'assure qu'une pièce d'or a le poids. Installé, je deviens poseur, menteur et gobeur. La nourriture, saine et abondante, fait tampon, refoule mon âme dans un coin, l'étouffe. Quel excellent potage, dis-je. Il n'y a que chez vous qu'on sache manger. Je cite des noms connus de restaurants comme si j'en sortais. Leurs prix sont un peu forts, mais à Paris, cela seul est bon marché qui coûte cher. À chaque nom, Monsieur Vernet me demande « Vous y êtes allé ?» Oui, ils ont un nouveau chef qui réussit la sole, mais tout autre poisson y est détestable. Je jouis de mentir et regarde l'étonnement de Monsieur Vernet monter comme une colonne de mercure. Tel degré à atteindre me fait ajouter un mensonge. À tel autre, il est bon que je m'arrête. Tout à l'heure, quittant la table, n'irais-je pas sucer une écrevisse chez Fary? Qui ça? Fary? Mais au moment où je crains qu'on ne se défie, car la manie de mentir, je joins celle de croire que je mens avec habileté, et comme Madame Vernet, troublée par mes vanteries, traite son repas de frugal et réclame mon indulgence. Ah, dis-je, plutôt cieux que j'en eusse les jours autant. Grâce à une souplesse dont je ne me rends pas compte et qui pourrait me faire prendre pour un farceur, je passe des grands restaurants aux petits à 25 sous, pour boire compris. Je faisais le musulman fastueux, me voilà franciscain. Monsieur et Madame Vernet m'écoutent, plus sympathiques. Les souffrances de mon estomac donnent à leur dîner de l'importance. Ils m'envient, ils vont me plaindre.
Je possède mon sujet et je parle. Je parle. Ça roule de source, semble-t-il. Que des fois, absorbé par mon travail, j'ai oublié de dîner, comme on oublie son mouchoir, un objet futile. Si jamais il m'est arrivé de faire quelque chose de passable, ça a été ces jours-là. Mes moins mauvais vers, je les dois à ma faim négligée. Je ne soutiens pas aujourd'hui que le pauvre seul a du talent, mais peu s'en faut. Ce sera pour une autre conférence. Ne vous attristez pas, me dit Madame Vernet. Bah, c'est le souvenir. On en parle pour parler. Les jours sont meilleurs maintenant. Mais j'en ai vu des rudes. Un jour, j'avais encore oublié de dîner, oublié volontairement. Je cherche dans mes poches, rien. Mon porte-monnaie était plat comme un mendiant. Je cherche dans le placard où je mets ma bouteille de chartreuse avec mon plateau et mes verres pour les 2 ou 3 amis qui viennent me voir. Et je découvre un morceau de charcuterie. Il était semé de taches d'un bleu noir ainsi que des dents carriées. L'odeur me poursuit encore. J'ai vécu avec lui 24 heures à le regarder. Est-ce que j'ai ri? Est-ce que je m'en moque? Candide et grave, je parle de ma chambrette, de mes petites affaires, de ma petite table de toilette et ma petite bibliothèque, où sont rangés mes petits livres. Ma gaieté est forcée, et il me semble que des larmes retombent en dedans de moi, une à une. Je ne pensais pas avoir tant souffert. Arrivées, ces intéressantes aventures ne m'auraient pas fait plus de mal que raconter. J'y crois être moi-même. Monsieur et Madame Vernet se font des signes de tête et laissent échapper des soupirs. Peut-être Monsieur Vernet se rapproche-t-il d'avoir fait sa fortune trop vite. Il se tranquillise en songeant que je ferai tôt ou tard la mienne. Tous les grands hommes ont passé par là, dit-il. C'est ainsi que s'achève le chapitre 10 de Les Cornifleurs de Jules Renard. J'espère que vous avez apprécié cette lecture. Je vous souhaite une excellente nuit si vous vous couchez et une très bonne journée si vous vous levez. A tout de suite sur D8 pour la suite du roman.